L'agression rwandaise en complicité avec le supplétif du M23 AFC a un impact très négatif sur le système éducatif dans le nord et sud Kivu. Dans l'est du pays, 2594 écoles sont fermées et 1 508 962 élèves sont affectés directement par cette situation déplorable. Réforme stratégique pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales en 2025, c'est le thème au centre de la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Au cours de ces assises, les directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière ont identifié les réformes et les actions à mener en vue d'atteindre les assignations budgétaires annuelles de 2025 fixées à 350 milliards de francs congolais. Lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la lutte contre la corruption et à l'éveil patriotique par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, organisée par l'inspection générale des finances IGF en collaboration avec les ministères de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la justice. Ces assises ont mobilisé plus de 2000 jeunes. Les développements de ces titres et tant d'autres dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavambo Nombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et dossier de développement en République démocratique du Congo que nous dédions à nos compatriotes de l'Est de la République victimes d'une guerre injuste imposée par le Rwanda. Réforme stratégique pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales en 2025, c'est le thème au centre de la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD durant 4 jours, soit du 4 au 7 mars dernier à Pullman Hotel Kinshasa. Les directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière ont identifié les réformes et les actions à mener en vue d'atteindre les assignations budgétaires annuelles de 2025 fixées à 6 350 milliards de francs congolais. Les détails dans ce reportage réalisé sur les images d'Étienne Kumba Abenga Chuma. Salon Lubumbashi de Pullman Hotel Kinshasa, nous sommes mardi 4 mars 2025. C'est l'ouverture de la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Cela se passe en présence du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, et d'importantes personnalités invitées à cette circonstance. Réforme stratégique pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales en 2025 est le thème au centre de ces assises. Pour l'exercice 2025, les assignations annuelles de la DGRAD sont arrêtées à 6 350 milliards de francs congolais. Le directeur général de cette régie financière, Étienne Uchudilutula, compte sur ce haut cadre en vue d'identifier les réformes et actions à mener dans l'idéal d'atteindre les objectifs fixés par les législateurs. L'homme se mesurant devant l'obstacle. L'obligation nous incombe de réfléchir sur les nouvelles pistes, tant en termes de réformes qu'en termes d'imagination pour élargir l'assiette et faire respecter les lois et règlements qui régissent les finances publiques. L'objectif poursuivi étant celui d'identifier les réformes et ou actions devant permettre à la DGRAD d'atteindre les assignations afin de donner au gouvernement de la République les moyens pour faire face à la guerre injuste et d'occupation nous imposée par les Rwandais et les supplétifs du M23. L'amélioration de l'ordonnancement des recettes, les affaires juridiques et contentieuses, la problématique du recouvrement des recettes non fiscales et la gestion des imprimés de valeur et imprimés administratifs, ainsi que la gestion des ressources humaines, sont les thèmes exploités par les participants au cours de cette conférence des directeurs de la DGRAD. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, qui a ouvert ses travaux,
est persuadé que cette régie financière peut surmonter tous les obstacles afin de répondre positivement aux attentes du gouvernement. Je suis convaincu que seule une approche basée sur des actions volontaristes et ambitieuses permettra de surmonter les contraintes qui se dressent devant vous pour relever les défis nous assignés par les législateurs. J'attends donc des préconisations concrètes sur l'amélioration de l'ordonnancement et du recouvrement, lesquelles sont les phases inhérentes de la DGRAD. Nous sommes vendredi 7 mars 2025, cette fois-ci au Salon Congo de Pullman, hôtel Kinshasa, jour de clôture de la conférence des directeurs de la DGRAD édition 2025. Le ministre des Finances est représenté par son directeur de cabinet, Alain Malata Kafunda. Les directeurs centraux et provinciaux de cette régie financière ont mis 4 jours pour identifier les réformes et les actions susceptibles d'accroître les recettes non fiscales au cours de cet exercice budgétaire. Doter les centres d'ordonnancement des textes légaux et réglementaires, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, des DGRAD services d'assiette, l'engagement des actions recouvrement et l'instauration du système de dialogue fiscal avec les assujettis défaillants, la rationalisation des missions de contrôle des droits, taxes et redevances du pouvoir central ainsi que l'instauration d'un système de gestion informatique des demandes de renseignements sont parmi les actions retenues à mener par la DGRAD durant cet exercice budgétaire. Le numéro 1 de cette régie financière, Etienne Utshu-Dilutula, est satisfait des conclusions de ces assises. Les actes d'engagement signés ces jours et les plans d'action de mise en œuvre des réformes qui découlent de ces travaux serviront désormais de repères d'auto-évaluation à la fin de chaque mois afin de nous permettre de nous ajuster les cas échéants par rapport aux assignations budgétaires de la DGRAD. Le directeur de cabinet du ministre des Finances, Alain Malata Kafunda, est convaincu que les conclusions de ces assises permettront à la DGRAD de relever les défis de mobilisation des recettes non fiscales. Je demeure convaincu que vous avez structuré, au profit des exposés et commentaires faits lors de ces travaux, ce qui, sans nul doute, nous permettra de relever les défis de la mobilisation des recettes auxquels la DGRAD doit faire face cette année et partant des années à venir. Autre temps fort de ces travaux, c'est la signature des actes d'engagement entre le directeur général et les directeurs centraux et provinciaux de la DGRAD. Par ces gestes, ce haut responsable de cette régie financière s'engage à conjuguer les efforts afin d'atteindre les assignations budgétaires de l'année 2025 fixées à 6 350 milliards de francs congolais. Intervenant justement à l'occasion de l'ouverture de la conférence des directeurs de la DGRAD édition 2025, le directeur général de la DGRAD, Etienne Utshu-Dilutula, et le ministre de Finances, Dufwamba Likunde Libotai, ont exprimé leur soutien au chef de l'État durant ce moment difficile où le pays est agressé et manifesté leur compassion envers les populations de l'Est de la République qui subissent les affres de cette guerre d'agression imposée par le régime de Kigali. Le massacre perpétré dans l'Est de la République par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ne laisse indifférent aucun vrai Congolais. Cette situation dérange sérieusement la nation, ce qui pousse de nombreux compatriotes sur l'ensemble de la République à exprimer leur compassion envers les communautés du Nord et du Sud Kivu, déchirées par ces conflits sanglants qui durent une éternité. À l'occasion de la conférence des directeurs de la DGRAD, le directeur général de cette régie financière, Etienne Utshu-Dilutula, a exprimé son soutien au gouvernement de la République durant cette période difficile que traverse le pays. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, en ces moments particulièrement difficiles que traverse notre cher pays, la République démocratique du Congo, suite à la guerre d'agression à sa partie Est, ne ménage aucun effort, aucune piste pour barrer la route
aux ennemis de la nation. J'encourage tous les membres du gouvernement de la République, sous la coordination de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, qui demeure aux côtés du chef de l'État pour lui apporter le soutien nécessaire afin de triompher à cette guerre barbare. Intervenant à cette occasion, le ministre des Finances s'est aussi montré solidaire envers les institutions du pays. Permettez que je puisse rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mon soutien en ces moments difficiles que traverse notre pays, suite à l'agression barbare dont nos populations de la partie est du pays sont victimes. Aussi, j'encourage et rends hommage également à nos héros, les vaillants membres des forces armées de la République démocratique du Congo, qui, en dépit des moments difficiles, n'ont pas abandonné les serments de ne jamais trahir le Congo. C'est aussi l'occasion pour moi, d'une part, de saluer les âmes de nos compatriotes, dont les vies ont été arrachées par la barbarie de l'agresseur, à toutes ces femmes victimes de violences sexuelles, à tous ces enfants amputés, à tous ces morts ravis de leur lit de morgue et à tous ces malades ravis de leur lit d'hôpitaux. La République démocratique du Congo et le gouvernement de notre pays ne va jamais abandonner aucun citoyen de notre nation. Et nous allons veiller à ce que l'intégrité de notre territoire soit sauvegardée et que cette bataille sera vaincue par toutes les voies possibles. Pendant cette guerre d'agression, les installations de la DGRAD Nord Kivu ont été saccagées et les imprimés de valeur brûlés par les agresseurs. L'agression rwandaise, en complicité avec les supplétifs du M23 AFC, a un impact très négatif sur le système éducatif dans le nord et le sud Kivu. Conséquence, 2594 écoles fermées et 1 108 962 élèves sont directement affectés par cette situation déplorable. C'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou-Didanga, qui a dressé un bilan sombre sur le système éducatif dans cette partie du pays lors d'un briefing de presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. L'agression rwandaise dans le nord et le sud Kivu n'a pas que de conséquences sur le plan socio-économique et humanitaire. Le système éducatif est aussi durement frappé par cette barbarie d'Ekigali en complicité avec le supplétif du M23 AFC. D'après les chiffres donnés par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou-Dinanga, lors d'un briefing de presse organisé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe, 2594 écoles sont fermées, dont 1483 au nord Kivu et 1111 au sud Kivu. 1 108 962 élèves sont directement affectés par cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le nord et le sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées et pas seulement dans les zones directement affectées mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière, ça a été dit dans notre communiqué. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs
ont été également détruits, servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures, pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact, c'est beaucoup plus grave qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Concernant la paie des enseignants dans les zones occupées, le gouvernement est en train de prendre des mesures pour que ces agents de l'État rentrent dans leurs droits. Pour ce qui est de la situation de la paie des enseignants, il faut savoir, première chose, et j'insiste bien, pour le gouvernement, les enseignants sont les mêmes partout. On ne fait pas de distinction entre enseignants Nord et Sud Kivu et enseignants des autres provinces. Nous traitons avec le même sérieux, avec la même détermination, toute la situation. Et au jour d'aujourd'hui, la paie des enseignants est passée. Donc le gouvernement a fait son travail. On sait que les opérateurs de paie, les agents payeurs, ont reçu la paie des enseignants. La difficulté sort de mon champ d'action, c'est que justement, on sait que les banques sont toujours fermées, mais là, il y a un travail qui est fait au niveau de mes collègues ministères du budget et des finances pour trouver les meilleures solutions possibles et utiliser toutes les options à notre disposition. Donc je peux vous confirmer que le gouvernement y travaille, mais pour ce qui est de la paie des enseignants, je confirme que ça a bien été libéré en ne faisant aucune distinction et discrimination. Ce sont nos enseignants partout. On le fait avec le même sérieux, les agents payeurs les ont reçus. Maintenant, ça se passe au niveau des banques, de pouvoir attendre sur base des travaux qu'ils ont fait au niveau du gouvernement pour leur réouverture. Le système éducatif dans le Nord et le Sud Kivu est en péril, mais des dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement pour que l'année scolaire 2024-2025 ne soit pas déclarée blanche. La situation reste tout de même compliquée au regard des réalités dans cette partie de la République. Entre-temps, il s'observe une mobilisation générale de jeunes sur toute l'étendue du territoire national qui s'enrôlent dans l'armée dans l'objectif de défendre la patrie. Fabien Luguluba Kayaka. C'est une véritable toile d'araignée qui déploie les animateurs des institutions à travers le pays afin de répercuter les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, messages en rapport avec la mobilisation de la jeunesse pour la défense de la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. La RDC, notre pays, est victime depuis plus de 30 ans des guerres d'agression, des velléités expansionnistes et des pillages de nos ressources naturelles, velléités orchestrées par le Rwanda et l'Ouganda sur le territoire congolais. Traduisant ainsi en acte la volonté du commandant suprême dans l'espace Grand Katanga, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a été successivement à Lubumbashi, Sakania, Kolwezi, Kamina et Kalemi, en vue de mobiliser et sensibiliser les jeunes de ces provinces à s'enrôler massivement dans les rangs des FARDC afin de défendre la patrie en danger. Partout où il est passé, il a prêché l'unité, la cohésion nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, valeurs intrinsèques qui sont mises en péril à la suite de l'agression rwandaise, sous les couverts du groupe terroriste du M23 AFC. Ce message de l'honorable président du Sénat a trouvé un écho favorable auprès de la jeunesse katangaise qui a promis de rejoindre massivement les rangs des FARDC. Face à cette agression, nous avons choisi de répondre par l'unité, la cohésion, mais surtout la mobilisation générale de notre jeunesse. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, est allée prêcher le même message sur les terres de ses ancêtres dans le Congo central. Elle a fait la promotion de la campagne Congolais Téléma qui incite chaque Congolais à l'amour de la patrie, l'unité nationale et le nationalisme militant afin de résister à l'occupation illégale de l'Est par les terroristes de l'armée rwandaise. Au Congo central, cette mission d'itinérance l'a amené tour à tour à Matadi, Kimpese et Mbanzangungu. Devant des milliers de jeunes reclus au centre d'entraînement de Tombagadio à Matadi, la première ministre a présenté ses vives félicitations aux nouveaux soldats pour leur choix courageux de défendre la RDC en danger. Mindenge toza likolo mabele oyo, ça veut dire
que moko na moko esika yazali, il faut atengwama atelema pour nous défendre mabele na biso. Mutu na mutu a défendre par rapport ya ba capacité na ye. Bino ba soda, ba futur soda, ba nouvelle recrue, boko défendre mumboka na biso na ba capacité na bino o besoin acquérir awa na centre oyo ya recrutement na formation. Donc ngai lelo na lingolo ba bino que biso gouvernement to bosani binote. À cet effet, il a annoncé le train des mesures prises par son gouvernement pour améliorer un tant soit peu les conditions sociales des hommes sous les drapeaux. Oyo nyonso tu babengi soda a okende na front. Yepe akozwa prime spéciale pour na front denga zokende le bitumba. Famille décision ana pe oya augmentation ezape pour na ba policier, ezaka pour na ba militaire te. Concrètement, ces mesures consistent entre autres à l'augmentation des soldes des militaires et policiers, à la prise en charge de leurs familles, incluant la réhabilitation des camps militaires, l'accès aux soins de santé et la formation de leurs enfants. La population est aussi appelée à jouer sa partition en donnant sa contribution dans le cadre de l'effort de guerre. Quant au vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, connaissant les jeux et les joueurs, après les provinces de l'ex-Équateur, de la Chupo à Kisangani et au Maniema à Kindu, a lancé un appel pathétique aux jeunes de l'espace Grand Bandundu à s'enrôler massivement dans l'armée régulière pour défendre le pays. À Kikwiti, il ne s'est pas empêché de dire. La jeune Nyoso, on a ici 18 ans, Somi na Monde, Ekoleka, parce que la c'est Tébélisami, na Mibeko, il y a l'État. Il faut totalement, parce que ceux qui vivent son moko totalement, sur la même lancée, Jean-Lucier Boussa Togba, ministre en charge du portefeuille, est allé lui aussi sensibiliser sa base du sud Ubangi. Il réussit à enflammer les foules des jeunes en leur rappelant leur passé guerrier capable de mettre en déroute nos agresseurs à l'est de notre pays. Soki nyoka kotele biso nyoka wana komona e Rwanda nyoka wana komona e Kagame mala sindu bango e lokola nyoka kotele biso na ndako il faut tobimisa e na mayele nyonso pe na ndenge nyonso. Au Maniema, on a vu les questeurs adjoints du Sénat, l'honorable Bitika Pascal, battre le rappel des troupes de Wazalendo. À Kasongo, Kabambari, Lubutu, Punya, Pangi et Kailo, l'on a assisté à une véritable croisade de Wazalendo très en colère contre les agresseurs. Tulipenda kuwasi mutu wote mwenye anaeneza kriter muache distraction iko kazi sawasawa na ingine makazi yote. Partout en République démocratique du Congo, les jeunes sont mobilisés et engagés à défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le Grand Congo rêve ainsi de réécrire son histoire en montant une armée dissuasive, bien équipée et professionnelle, comptant dans ses rangs, pourquoi pas plus d'1 million d'hommes de troupes sous les drapeaux, 500 000 réservistes et 500 000 policiers et agents de renseignement. Ainsi, toutes les velléités expansionnistes et des rapines économiques de ses voisins seront maîtrisées en temps réel. Le train sécuritaire du territoire national est en marche. Qui vivra verra. Il se tient depuis le 3 mars 2025 à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe la première session ordinaire de la commission tarifaire organisée par la Direction générale des douanes et accises de GDA. Objectif, proposer des solutions idoines au gouvernement de la République pour rencontrer les préoccupations du milieu d'affaires congolais, plus précisément en ce qui concerne l'amélioration du train de vie de la population en réduisant les prix de biens et services essentiels sur le territoire national afin d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Reportage de Priska Sekana Lutete et Étienne Kumba Abenga Chuma.
Cette session ordinaire de la commission tarifaire organisée par la douane congolaise est appelée à examiner principalement 2 points à l'ordre du jour, à savoir, premièrement, la correction d'anomalies d'ordre technique contenues dans les textes tarifaires en vigueur et dans la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025. Deuxièmement, il est question d'examiner les requêtes des opérateurs économiques. Il est demandé aux membres de la commission tarifaire d'examiner minutieusement ces questions en vue de proposer des solutions idoines au gouvernement de la République pour rencontrer les préoccupations du milieu d'affaires congolais, plus précisément en ce qui concerne l'amélioration du train de vie de la population et la réduction des prix des biens et services. Jean-Louis Baouna Mabolia, directeur général adjoint de la DGDA en charge de questions techniques qui a présidé cette cérémonie au nom du directeur général Bernard Kabessé Moussangu Empêché, a invité les experts à proposer des solutions bénéfiques non seulement pour les entreprises mais aussi pour les ménages et l'État congolais. J'exhorte donc chaque membre de la commission à donner le meilleur de lui-même, en tenant compte de ses intérêts apparemment divergents, mais qui participent tous au bien-être de nos populations. En effet, la desserte en eau potable est une préoccupation permanente du gouvernement. Une eau saine permet de réduire et même d'éradiquer les maladies hydriques et de garantir une bonne santé à nos populations. S'agissant de la requête des industries plastiques, il est à relever que cette matière place le gouvernement devant un dilemme. Comment maintenir les emplois et au même moment lutter contre la dégradation de l'environnement? Car comme on le sait, ces matières ne sont pas biodégradables. Mais il revient aux experts, comme nous l'avons déjà dit, d'envisager les meilleures solutions pour ces 2 points. Dieudonné Ntumba Kassonga, conseiller fiscal du ministre des Finances, qui a lancé officiellement ses travaux au nom de l'argentier national de Dufamba Likunde Libotaï, a rappelé 2 faits marquant le contexte de cette session ordinaire de la commission tarifaire, dont la guerre d'agression rwandaise qui fait perdre à l'État congolais jusqu'à 751 milliards de francs congolais. Permettez-moi de souligner 2 faits marquant le contexte de la présente session ordinaire de la commission tarifaire. En premier lieu, je voudrais souligner la crise sécuritaire due à la guerre d'agression du Rwanda contre notre pays, occasionnant des externalités négatives sur les recettes courantes, notamment douanières. Selon les informations communiquées par la Direction générale des douanes et accises, les manques à gagner dus à cette crise s'élèvent à 751 milliards de CEDEF, pendant que les tensions budgétaires risqueraient de s'accentuer afin de faire face notamment aux dépenses sécuritaires. En second lieu, comme vous le savez, le gouvernement s'est récemment engagé dans les nouveaux programmes soutenus par le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie des crédits FEC et de la facilité pour la résilience et la durabilité FRD. La commission tarifaire est un organe technique créé par le ministère des Finances. Elle a pour mission d'examiner toutes les demandes de protection douanière et propositions des modifications de droits et taxes à l'importation et à l'exportation, ainsi que les propositions de modification de l'impôt sur les chiffres d'affaires, lesquels impôt est remplacé aujourd'hui par la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Prestation de serment vendredi 7 mars dernier à Kolwezi des cadres et agents de la DGDA Lualaba Olomami, avec en tête les directeurs provinciaux Narcisse Pambou, les douaniers assermentés, sont enfin revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Témoin de l'événement, Lambert Youma Ramazali, notre correspondant dans l'espace Katanga. Moi, Narcisse Pambou, directeur de la DGDA Lualaba Olomami, je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République.
Je m'engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude douanière et en matière d'accise sous toutes ses formes ainsi que la fraude aux législations connexes. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'OPJ à compétence restreinte. Mes très sincères félicitations. En prêtant ainsi serment le vendredi 7 mars de l'année en cours, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colosie, dans la salle de conférence de l'hôtel Mon Palace, le directeur provincial de la DGDA Lualaba et Olomami s'est acquitté d'un devoir solennel qui lui confère officiellement le droit d'ester en tant qu'officier de police judiciaire à compétence restreinte ici à Colosie. Qualité que Narcisse Pambou avait déjà, mais dont le serment devait être renouvelé dans cette nouvelle juridiction du Lualaba. Ce geste devant l'organe de la loi de Colosie a été aussi posé par les sous-directeurs, les inspecteurs, les contrôleurs, ainsi que les vérificateurs, tous nouvellement affectés dans cette province douanière du Lualaba au Lomami. Une province douanière qui est en train de prendre forme du jour au lendemain grâce à l'attention tout à fait personnelle du directeur général Bernard Kabessé Monsango et ses adjoints, conscients des enjeux et des défis que doit relever cette jeune province du Lualaba au Lomami face à la mobilisation des recettes douanières. Le sous-directeur de la brigade et lutte contre la fraude n'a pas caché sa satisfaction face aux qualités managériales affichées par le directeur provincial de la DGDA Lualaba au Lomami, qui augure une franche collaboration en vue de la maximisation plus accrue des recettes du trésor public. Vous avez fait particulièrement les agents de la brigade. Ils ont des systèmes dits ODP grand merci. Parce que cet outil de travail leur a manqué pendant très longtemps. Vous savez, le fait d'avoir accéléré ce dossier prouve à suffisance la détermination qu'il a vôtre pour poster cette confiance. Pour le directeur Narcisse Pambongembo, la confiance placée en sa personne par la haute hiérarchie douanière ne peut se traduire que par la multiplication et la conjonction des efforts de toute son équipe, de tous ses collaborateurs et de tout son personnel afin de répondre positivement aux attentes de la direction générale, surtout en cette période où l'intégrité territoriale est menacée et l'activité douanière perturbée. Je souligne que cet événement vient à point nommé dans le sens de permettre aux cadres d'agents de poser désormais des actes réguliers dans l'exercice de leurs fonctions, lesquels actes remettront l'État congolais dans ses droits et lui doteront par conséquent les moyens de sa politique, surtout dans cette période où l'Est du pays est menacé par la guerre. Ainsi, je profite de l'occasion pour exprimer la compassion de la province douanière du Lualaba et Olomami à toute la population vivant dans cette partie du pays, notamment nos collègues douaniers qui sont déstabilisés par d'innombrables méfaits de la petite guerre. Je remercie les autorités de la République et de la province du Lualaba pour les efforts inlassables visant à stabiliser les pays et la province. Je remercie également l'équipe de gestion de la DGDA, dirigée par M. Bernard Kabessé Monsango, qui ne cesse d'accompagner la province douanière du Lualaba et Olomami dans l'exercice de ses multiples missions pour la mobilisation optimale des recettes du trésor public. Le directeur provincial de la DGDA Lualaba et Olomami attend donc de la part de son personnel assermenté, en plus dans la lutte contre la fraude douanière. Chers cadres et agents, la douane de la RDC a plusieurs missions à remplir. Mais il faut souligner que toutes ces missions doivent se faire au travers des non-textes légaux de base. La prestation des serments d'OPJ vous donne la force de bien mobiliser les recettes en se référant sans relâche aux lois et règlements en matière de douane et accises. Ainsi,
ai-je l'avantage d'inviter chacun de vous à bien interpréter les textes légaux et contrôler ses actes pour rester dans la sphère de sa compétence qui est restreinte et non générale. Je vous remercie. Quelques conseils du procureur de la République, un cocktail et quelques photos de famille ont clôturé la cérémonie. La Direction générale de douanes et accises DGDA, à travers un communiqué officiel, demande l'imposition d'une quelconque taxe exigée sur le produit en provenance de zones contrôlées par les terroristes rwandais. Plus de détails dans cette lecture de Priska Sekana Loutete. La Direction générale de douanes et accises DGDA en sigle a été informée de la circulation dans les réseaux sociaux d'une note datée du 28 février 2025 attribuée au directeur provincial de la DGDA Nord Kivu et suspendant jusqu'à nouvel ordre l'application du régime douanier de réimportation en l'état aux marchandises émanant des bureaux 6 dans les parties de territoire occupés par l'armée rwandaise. Suivant la dite note, toute marchandise en provenance de Goma-Ville, Goma-Aéro, Bunagana et Ishasha est considérée comme une nouvelle importation et doit être traitée telle qu'elle. La DGDA porte à la connaissance du public en général et des usagers de la douane en particulier que cette note est un faux tel que l'atteste le communiqué officiel numéro 001-DP-DP-NK-2025 du 4 mars 2025 du directeur provincial de la DGDA Nord Kivu. Par conséquent, la DGDA rappelle que la législation douanière s'applique pleinement sur l'ensemble du territoire national. C'est un communiqué officiel fait à Kinshasa le 4 mars 2025, signé pour le directeur général en mission, le directeur général adjoint en charge de questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 7 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine la 34e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Il ressort de cette rencontre hebdomadaire que le ministre des Finances, Doudou Fwamba-Likunde Libotay, a soumis au Conseil 4 projets d'ordonnance loi pour examen et approbation. Plus de détails dans cet extrait de compte rendu fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo. Pour sa part, le ministre des Finances a soumis au Conseil 4 projets d'ordonnance loi pour examen et approbation. Il s'agit respectivement du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au sujet du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations de ressources en eau transfrontalières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Les projets d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 16-153 du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour le développement des infrastructures et valorisation de ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la convention de prêt syndiqué entre la RDC et les banques commerciales. Projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de la prise de participation de l'État dans la société Air Congo, laquelle prévoit que le gouvernement de la République participe à hauteur de 51% et Ethiopian Airlines à hauteur de 49%. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés. Lancement lundi 3 mars 2025 au Centre culturel d'Afrique centrale de la campagne nationale de sensibilisation de la lutte contre la corruption et à l'éveil patriotique par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la justice. Ces assises ont mobilisé plus de 2000 jeunes. Plus de précisions dans cette page magazine réalisée par la cellule de communication de l'IGF.
de 2000 jeunes ont répondu présent au lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la lutte contre la corruption et à l'éveil patriotique au Centre culturel d'Afrique centrale. Lancée officiellement par la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa, le lundi 3 mars, cette campagne de portée nationale a regroupé quelques membres du gouvernement et de jeunes Congolais venus de tous bords. Lors de son allocution, la première ministre Judith Suminwa a reconnu l'implication et la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la lutte contre la corruption qui prouve son engagement par l'organisation de cette campagne de sensibilisation à redresser le pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la lutte contre la corruption une priorité essentielle et stratégique de son mandat. Son engagement indéfectible se traduit par des actions concrètes et des avancées notables. À titre illustratif, en décembre 2024, il a personnellement honoré de sa présence les assises africaines de commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, organisée à Kinshasa par la République démocratique du Congo. Grâce à cette volonté politique affirmée par le chef de l'État, notre pays a enregistré des progrès significatifs dans les classements internationaux, notamment au niveau de l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Conséquence de cette implication personnelle du chef de l'État. Au cours de cette grande messe, l'inspecteur général de finances chef de service Jules Alingeti, premier à prendre la parole, a démontré l'importance de cette campagne pour la jeunesse qui, plus que jamais, doit faire preuve du patriotisme pour parvenir à la construction d'une nation forte. L'inspection générale des finances demande donc à tous les jeunes de la République démocratique du Congo de se mobiliser pour faire échec à toutes les formes de corruption et aux actions antipatriotiques. La lutte contre la corruption doit aussi se faire par la sensibilisation des futurs responsables, que sont les jeunes, dans les méfaits de ces fléaux. Il est illusoire de penser que nous pouvons aller de l'avant tout en faisant l'apologie de la culture des antivaleurs dans la gestion publique. Ces assises organisées conjointement avec le ministère de la Jeunesse, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de la justice, prouvent l'engagement du gouvernement congolais à vouloir mettre fin à la corruption dans notre pays. Chers jeunes, cette bataille est la nôtre. Nous sommes le présent de ce pays et notre engagement d'aujourd'hui déterminera le Congo de demain. Ne laissons personne nous faire croire que la corruption est une fatalité. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Je vous invite à vous engager massivement dans cette campagne, à vous informer, à sensibiliser vos communautés et surtout à montrer par vos actes que l'intégrité et le patriotisme sont les seules voies vers un Congo véritablement grand et prospère. C'est ici l'occasion d'encourager nos doctorants à orienter leurs travaux de recherche vers les thématiques liées à la lutte contre la corruption et au renforcement des valeurs patriotiques. Les autorités ont, face à cette assemblée hétérogène, interpellé la conscience et appelé à l'action collective. L'événement a été marqué par la déclaration d'engagement des jeunes qui sont appelés à une transformation durable, promettant de faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. Nous nous engageons à, premièrement, lutter activement contre la corruption, en adoptant des comportements intègres et en refusant toute forme de corruption. Ça nous motive de pouvoir continuer dans cet élan d'accompagner le gouvernement via la mission qui nous est assignée de sensibiliser les jeunes au travers les valeurs morales pour la bonne marche de notre pays. Comme je le dis, jeunesse trésor d'un pays. Si aujourd'hui ma voix résonne en ces lieux, c'est parce que le gouvernement, principalement la ministre de la Jeunesse et la première ministre, comptent sur nous pour pouvoir lutter contre ces détournements, pour pouvoir lutter contre cette corruption. Et je me sens très particulièrement touchée de savoir que je ferai partie de ces personnes qui vont aussi sensibiliser d'autres personnes afin de pouvoir mener cette campagne jusqu'à la fin. J'estimais qu'il fallait prendre part à ce lancement, en fait, pour que l'on puisse aussi ramener un message
à l'université de Kinshasa, particulièrement aux étudiants de l'université des droits. En tant que leader des jeunes de la province du Sankuru, nous avons été d'abord très contents et c'est un message interpellateur qui s'adresse non seulement aux dirigeants mais aussi et surtout aux jeunes qui sont les remplaçants de demain. La première ministre a souligné le progrès enregistré par le pays dans la perception de la corruption grâce à la volonté du chef de l'État et aux efforts des structures de contrôle telles que l'Inspection générale de finances, le CNRF et la PLC. Toutefois, elle a reconnu le combat était loin d'être terminé, appelant à une mobilisation accrue pour renforcer les mécanismes de la prévention et de répression. Cette campagne s'inscrit dans la logique des Nations Unies qui ont déclaré cette année 2025 comme étant l'année de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption. En RDC, elle s'étendra durant toute l'année et c'est là dans toutes les provinces. Un communiqué dans ce magazine, il émane de la Direction générale des impôts DGI et concerne le paiement de l'IPR, l'IRE et la TVA. Céline Boumba, Angela Nilagrace pour la lecture. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations visées au personnel expatrié IERE et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de février 2025 intervient ce 15 mars 2025. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables assujettis sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 17 mars 2025. Passé ces délais, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à cet impôt sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le Centre des impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Sur le marché d'échange, la Banque centrale du Congo a affiché au vendredi 7 mars 2025 un dollar américain à 2862,1 francs congolais, 1 euro à 3096,32 francs congolais, 1 franc CFA à 4,72 francs congolais et rand, la monnaie sud-africaine, à 156,52 francs congolais. Au samedi 8 mars 2025, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais. Les dollars dans la majorité de communes de Kinshasa, à l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, 2800 francs congolais au centre-ville, précisément sur l'avenue Tombalbaye dans la commune de la Gobé, 2850 francs congolais et le taux appliqué par les opérateurs de télécommunications. En Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, le roi dollar s'est négocié à 2830 francs congolais, 2850 francs congolais, le taux à Guadeloupe au nord Ubangi et à Lubumbashi dans la province du Haut
Katanga. On a retrouvé le taux de 2500 francs congolais dans la ville de Bukavu au Sud Kivu suite à la suspension des activités bancaires causant la rareté du franc congolais sur le marché. 2700 francs congolais, le dollar dans la ville de Goma au Nord Kivu. Dans la province du Maniema, chez les Kambelembele à Kindu, précisément, $1 américain revient à 2800 francs congolais et 2840 francs congolais dans la ville montagneuse de Matadi. Nous sommes là dans le Congo central. Enfin, le pic ce week-end du taux de change parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé dans la ville de Kisangani, dans la Chopo, où $1 américain a valu 2880 francs congolais. Cette édition du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminée. Merci de l'avoir suivi ici et partout ailleurs. Toute notre compassion envers les populations de l'Est de la République victimes d'une guerre injuste imposée par le Rwanda. Le programme continue sur votre chaîne.